c'est parti pour 21 km jusqu'à Mouchia. Et aujourd'hui, on revoit la mer. J'ai remis la polaire parce qu'il y a un petit vent frisquet ce matin. Et le ciel est bien couvert. Voilà, on quitte Doumbria, dont les rues sont bordées par ces magnolias à fleurs de lys. Et comme on parle d'arbres et de fleurs, petite réponse à la question de ma cousine Maryse, qu'on embrasse bien fort au passage. Les fleurs qu'on voyait hier sur le bord du chemin, ce sont des hortensias. On se croirait presque dans la jungle. Bon, on va s'éloigner un petit peu du bruit de la route. Alors aujourd'hui, l'étape va monter et descendre pour changer, mais ça va surtout monter à la fin. On a vu quasiment personne jusqu'ici, à part le couple d'Allemands qui était dans l'hébergement avec nous hier soir, et puis qui sont partis un peu avant nous ce matin. Et sinon, cette partie-là est super calme. Le kilométrage indiqué, c'est la distance entre l'endroit où nous sommes et le kilomètre zéro de Mouchia. Parce qu'il y a aussi une borne kilomètre zéro à Mouchia, mais c'est pas notre kilomètre zéro à nous. Parce que notre kilomètre zéro, ce sera au Faro des Fisterra. C'est à cette heure-là que tu te lèves? Salut les chats! Et nous allons franchir la rivière Castro. Et j'ai aucune blague en tête. Hein? Du coup, je suis pas fidèle au rendez-vous des jeux de mots nuls. Je sais pas si on va la valider, celle-là. Mais je la mettrai quand même dans la vidéo. Ah, il y a de chouettes spécimens d'eucalyptus quand même. Et à vue de nez, celui-là doit bien faire ses 30 mètres de haut. Encore faut-il que les eucalyptus ne soient pas coupés trop tôt pour faire de la pâte à papier.
que l'eucalyptus sert à faire de la pâte à papier, c'est notamment le cas pour le papier toilette. Et ben, t'as bien dû t'amuser cette nuit, toi. Je reparle d'eucalyptus, mais une fois qu'on se sera un peu éloigné du bruit des débroussailleuses. Bien, maintenant qu'on a retrouvé le calme, j'en viens à mes plantations de forêt d'eucalyptus. Là, je vais particulièrement parler du Portugal, qui est juste à côté. Et la suite, après la petite côte, enfin petite, qui dure depuis un moment. Bien, je reprends avec mes eucalyptus. Les plantations d'eucalyptus au Portugal ont mis en lumière un nouveau paradoxe des politiques conduites au nom de l'écologie. Encore un. L'eucalyptus, ça ne sert pas qu'à faire du papier toilette. C'est aussi principalement utilisé pour fabriquer des matériaux qui se substituent au plastique. Parce que le plastique, c'est pas bien, c'est mauvais pour la planète, ça tue les animaux, il ne faut plus l'utiliser pour quoi que ce soit. Vont même jusqu'à dire certains militants et militantes drapés dans leurs vêtements en fibres synthétiques fabriqués à partir de dérivés du pétrole, le tout sur un post Instagram envoyé depuis le bout du monde. Ah mais tu comprends pas, c'est pour témoigner. Bon, d'aucuns diront que je me moque, mais le problème c'est que l'écho donné par les médias à ce genre d'individus, dont l'hypocrisie n'a d'égal que le besoin de notoriété, fait que les politiques publiques menées par nos hommes politiques, dont l'incompétence en matière de science n'a d'égal que le besoin de reconnaissance, ont conduit à des décisions lourdes de conséquences pour nos enfants et nos petits-enfants, et ceux qui les suivront. Voilà, ça c'est fait. J'en reviens donc à mes plantations d'eucalyptus. L'eucalyptus, qui représente quand même un quart de la surface boisée du Portugal, ce qui n'est pas rien, qui n'est pas un arbre autochtone puisqu'il est originaire d'Australie, eh bien l'eucalyptus entre dans la fabrication des substituts du plastique. Le problème de l'eucalyptus dans un climat qui se réchauffe, outre qu'il tue la biodiversité dans les sous-bois, eh bien, c'est qu'il augmente notablement le risque d'incendie. Et durant ces 10 dernières années, le Portugal a connu des incendies absolument catastrophiques. Catastrophiques pour les habitants, mais aussi catastrophiques pour tout l'écosystème. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour reboiser, mais surtout pour avoir de la matière première pour faire des substituts du plastique, parce que le plastique, c'est le diable. On a planté massivement une espèce d'arbre dont les conséquences à long terme sont exactement celles contre lesquelles on était censé lutter. Bon, bah la suite après les tronçonneuses. En fait, non. Après la débroussailleuse. Il y en a un par contre qui se félicite de cette déplasticisation de la société. Eh bien, c'est Antonio Redondo. Antonio Redondo, c'est le PDG de Navigator. C'est l'une des plus grosses entreprises exportatrices du Portugal.
Et elle fabrique, entre autres, des emballages biodégradables pour la restauration rapide. Ah bah voilà une chose qu'elle est bien et super écologique. Tu vas avoir un bisou de Marine Tondelier. Antonio Redondo, donc, qui se félicitait de participer au combat écologique pour la planète, déclarait en 2023 qu'il fallait plus de matières premières, c'est-à-dire d'eucalyptus et de pin au Portugal pour fabriquer des emballages biodégradables. Ça c'est bien, on fait des emballages biodégradables et du coup on biodégrade la diversité et en plus on risque de tout faire cramer. C'est compliqué l'écologie. L'écologie c'est compliqué, mais par contre le greenwashing c'est super simple. Tu prends contact avec une grande ONG internationale, tu leur dis tiens, j'ai l'idée d'un nouveau slogan pour lancer un produit et puis c'est bon pour la planète. Comme ça, vous avez un peu de pognon, vous pouvez en ramasser avec des dons et puis roule ma poule. Et les conséquences à long terme, on s'en tape du moment que ça rapporte des voix. Et nous arrivons à Quintans. Quintans, où j'avais passé la nuit l'année dernière. Et nous allons faire une pause second petit déjeuner. Là, j'étais resté dans cet hospedaje. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il nous reste à peu près 10 km à faire. Et pendant cette pause, il y avait un bonhomme, un local, qui était juste à côté de nous, attablé avec des amis. Et il m'a tenu la grappe pendant toute la durée de la pause. Il m'a parlé de sa famille en Amérique du Sud, de ses filles à Valenciennes, à Paris, et plein de choses. Bon, c'était quand même assez sympa. Bien, et avant que ça grimpe trop, parce qu'on doit passer la petite crête qui est en face, il est temps de vous parler de Wagner. Pas le musicien. Ah, elle est très subtile, cette plaque sur Richard Wagner. Désolé. Nous sommes ici dans une contrée où beaucoup de légendes locales prennent leur source dans les racines celtes de la région. Pourtant, la légende du Wagner ne tire pas sa source dans les légendes celtiques, mais dans le témoignage de l'archevêque arménien d'Arzendjan. Cet archevêque, appelé martyr ou martyros, tout un programme, cet archevêque a parcouru l'Europe à la fin du XVe siècle de sanctuaire en sanctuaire. En 1491 ou 1493, en fonction des sources, il rapporte avoir rencontré une bête fabuleuse et féroce sur le chemin entre Santiago et Fisterra. Il décrit cet animal fabuleux comme une espèce de lycanthrope, de loup-garou, mi-homme, mi-loup, mais très grand. Lui échapper fut, dit-il, un véritable cauchemar.
Les locaux lui avaient bien parlé de l'existence d'animaux dangereux dans ces montagnes qui bordent l'océan Atlantique, mais jamais il ne lui avait fait part de l'existence d'une telle créature. Créature qu'il décida d'appeler Pacner. C'était peut-être l'ancêtre de Pac-Man. Il décida donc d'appeler cette créature Pacner ou Wagner. Ça, c'est fonction des sources historiques. Et c'est finalement le nom de Wagner qui va parvenir jusqu'à nous. Autant pour la bête du Gévaudan, il existe de nombreux témoignages, mais pour le Wagner, il n'en existe qu'un seul, celui de l'archevêque. Et cette légende s'est transmise de génération en génération, et on a attribué au Wagner différentes formes. La forme d'un taureau, la forme d'un dragon, la forme d'un loup, c'est plutôt classique, et surtout la forme la plus connue, la forme d'un lycanthrope. Contrairement à notre bête du Gévaudan, le Wagner n'a pas donné lieu à autant d'hypothèses, ni suscité autant d'inspiration, que ce soit pour des histoires annexes ou pour des films. Voilà, c'était la minute légende locale, hélas courte, de cette étape. Ah, ça monte! Alors à droite, c'est le chemin balisé. Et à gauche, eh bien, c'est la Via Mariana, celle qu'on va prendre cette année. L'an dernier, j'avais pris le chemin balisé qui fait un détour, mais surtout un détour vers un hôtel albergué. Et ça fait 1,5 km de plus. Alors c'est pas tellement la longueur qui compte, c'est que la branche retour est le long d'une route. Et en fait, ça n'en vaut pas vraiment le coup. Tandis que cette Via Mariana, du coup que je prends pour la première fois, nous amène directement au village dos Muñoz. Bon, j'arrête de parler en montée. Alors c'est pas balisé, mais vous pouvez trouver cette Via Mariana sur Open Hiking Map. Et c'est ma foi assez sympa dans ces bois. Ah, tiens, si, un balisage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas fréquenté. Bon, là aussi, pour descendre, il y a une portion de route, mais de toute façon, difficile d'y échapper, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et là-bas, l'océan. Ça fait plaisir de revoir l'océan après quasiment 3 mois. Bon, on va rejoindre le chemin principal. Et je suis assez mitigé sur cette Via Marina. La première partie, bien. Par contre, la seconde, la descente le long de la route, comme toute partie le long d'une route, elle est quand même assez moyenne. Enfin bon, là aussi, le chemin principal, il est sur une route.
Et il nous reste un peu moins de 5 km à faire. C'est jour de débroussaillage. Alors normalement, ça devrait être le dernier raidillon de l'étape, dont la fin en comporte quand même pas mal. On va se faire une petite pause au bord de la plage, juste avant Mouchia, histoire de contempler cet océan retrouvé, avant de finir l'étape. Et la descente est toujours aussi casse-pattes. Bon, petite pause. Voilà, nous avons rejoint cette Costa da Morte. Voilà, on est arrivé à Mouchia et on va passer prendre notre Mouchiana avant de rejoindre notre auberge qui est Bella Mouchia. L'odeur de la marée. Voilà, fin de cette étape de 20 km. Et là j'ai remis une polaire parce qu'il y a un petit vent frais. Et demain, c'est déjà l'avant-dernière étape de notre périple. Et nous irons à Lires, à mi-chemin entre Mouchia et Fisterra. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.